Moi, je leur disais souvent en français, vous voulez tout dire, mais vous pouvez rien dire. Nous, on peut tout dire, mais on veut rien dire. Mais ça veut dire, c'est en train de changer. Maintenant, on va nous aussi sur le chemin de la société liberticide. What's up tout le monde? Bienvenue dans un nouvel épisode du What's Up Podcast. Ici, votre animateur, Jer Alain, et j'espère que vous allez super bien. L'épisode de cette semaine est possible encore une fois grâce au soutien de nos commanditaires, procafetière.ca et les cafetières Bellucci. Donc, un énorme merci à eux de continuer de soutenir le What's Up Podcast. Si vous êtes tanné des cafetières qui tiennent pas à route puis qui pètent tout le temps, ben offrez-vous une cafetière Bellucci. Et si vous le faites, ben faites affaire avec procafetière.ca parce que c'est eux autres les experts en tout ce qui a rapport avec le café. Situés à Varennes, allez les voir en magasin ou commander rapidement et en toute sécurité sur leur site internet au procafetière.ca. Et si vous voulez m'aider sur une note plus personnelle, devenez membre au patreon.com/whatsuppodcast. Pour 3-4 pièces par mois, accédez au podcast sans publicité et ça dès sa sortie. Donc pas besoin d'attendre des semaines avant qu'il soit disponible pour tout le monde. Fait que là, je viens de finir avec mes pubs, mais si vous aimez le podcast, je vous encourage à en parler à votre entourage, à laisser un petit thumbs up, à y laisser un petit commentaire positif dans la section commentaires. Puis sinon, tout le monde, je vous dis un énorme merci et on se revoit la semaine prochaine et bon podcast tout le monde. Fait que what's up tout le monde, bienvenue au What's Up Podcast. Aujourd'hui, encore une fois, extrêmement heureux de recevoir à nouveau Mathieu Bock-Côté, essayiste, chroniqueur au Journal de Montréal et sociologue. Fait qu'un énorme merci de revenir. Bonjour. Au What's Up. J'en suis très heureux. Content de te revoir avec nous autres. On va parler de ton livre, Les deux Occidents, que j'ai quasiment réussi à le finir au complet. Je suis flatté. Mais pour vrai, je l'ai adoré. Vraiment un excellent livre. Fait que merci beaucoup d'être au podcast aujourd'hui. On va rentrer tout de suite dans le sujet parce que je sais que ton temps est très précieux. Ça fait plaisir, je suis heureux d'y être. Donc, ma première question, c'est, on va parler de Donald Trump. Donald Trump, qu'est-ce qui s'est exprimé à travers sa victoire en 2025? Alors, je pense qu'il faut voir, dans le phénomène Trump, en fait, il faut distinguer le personnage avec sa psychologie singulière. On a quelquefois l'impression qu'on est on est témoin de César devenant Néron. On a l'impression d'être devant quelqu'un qui est pris par l'hubris de la toute-puissance et qui est en train de gâcher tout ce qui le portait et ce qu'il portait. Donc, je pense que j'y reviendrai. Sur le fond des choses, il y a eu, dans le moment Trump, en fait, une véritable révolte américaine qui s'est jouée. Donc, révolte, par exemple, contre la révolution woke qui se jouait aux États-Unis depuis plusieurs années, mais en fait, qui montait depuis les années 80, mais qui a connu son moment de terreur morale de 2020 à 2024, où là, c'était d'une violence. Il y avait une forme de totalitarisme d'atmosphère qui se jouait aux États-Unis, une exaspération, donc ça, contre l'immigration massive, faut pas l'oublier. Une révolte aussi contre les guerres extérieures américaines. Les Américains en avaient assez de ce que Trump appelait avec d'autres les never-ending wars, c'est-à-dire la guerre perpétuelle, surtout au Proche-Orient, ce qui d'ailleurs rend complexe un peu ce qu'il fait en ce moment en Iran. Là. Au moment où on se parle, il y a encore, on verra au moment de la diffusion de l'entretien. Donc, il y a une véritable révolte populaire et il y a une transition entre le Trump 2016 et 2024. 2016, c'est Trump national populiste, c'est-à-dire une révolte contre les élites, contre le système, mais qui n'est pas organisée intellectuellement et structurée, et on pourrait dire programmatiquement. Donc il arrive au pouvoir sans trop savoir qu'en faire. Il est surpris dans le fond. Hein. Il est étonné de sa victoire. Je devine qu'officiellement il nous dit « j'ai toujours pensé gagner », mais lui, il arrive là à la manière d'un moment chaotique, mais c'est le chaos sans la reconstruction. 2024, il arrive avec un programme qui est tout autre. Donc, globalement, il dit l'État administratif, donc la technostructure, écrase la démocratie américaine. Je vais restaurer, moi, au sommet de l'État. Il y aura un lien privilégié entre moi, donc le côté césarien, et le peuple. Et on va redonner du pouvoir au peuple en faisant sauter la technostructure. Il dit qu'il faut restaurer l'identité américaine au-delà, justement, de la folie woke, de l'immigration massive, qui est un vrai problème. Il faut aussi, dit-il, que l'Amérique cesse de se perdre dans l'espèce de globalisme mondialisé. Le cycle de 1989, comme on va dire, a échoué. Donc ça, c'est tout ça. Ensuite, donc ça le porte et il le porte. Parce que ce courant de pensée se laisse deviner dès le début des années 90 aux États-Unis avec un personnage un peu oublié qui s'appelle Pat Buchanan. Et au début des années 90, il y a une forme de... On comprend, il y a un changement dans l'histoire de la droite américaine.
Début des années 90, le communisme tombe. Le conservatisme américain, depuis les années 50, était essentiellement un anticommunisme. Dès lors qu'il perd sa raison d'être, qu'est-ce qu'il devient? Certains disent que l'Amérique doit devenir une puissance impériale, mondiale, qui va imposer, à la manière d'une hyperpuissance, des règles démocratiques pour tout le monde. On verra on sait ce que ça a donné. D'autres disent, comme le fameux Buchanan, et d'autres qui disent... Non, là, c'est terminé. Donc là, il faut redéfinir la politique américaine. En 92, il se présente à la Convention républicaine. Il a contesté George Bush père, qui était président sortant. Puis il dit, il y a une guerre culturelle dans ce pays. Le vrai sujet, ce n'est plus l'exportation de la démocratie à travers le monde, c'est une guerre culturelle héritée des 30 dernières années. Puis dans cette guerre culturelle, ils sont en train de déconstruire complètement l'Amérique traditionnelle. Je ne dis pas qu'on est d'accord ou non, je dis qu'il impose le thème de la guerre culturelle. En 96, Buchanan refait l'investiture républicaine. Puis il ajoute les thèmes critique de l'immigration massive, critique du néoconservatisme en politique étrangère, critique du politiquement correct, critique du multiculturalisme. Donc là, il pose un nouveau programme, mais plus il se déploie, plus il est marginalisé. Donc il y a une base populaire qui le suit, mais lui, on le traite désormais comme un pestiféré. Puis en 2000, quand il se représente, là, il ne peut pas aller chez les Républicains, il voit à la tête que le Parti de la Réforme, un tiers parti, il est hors jeu, puis le courant, donc le pré-Trumpisme, va se développer de 90 à 2000, globalement. Et là, c'est un courant qui ensuite va travailler souterrainement la politique américaine. Et Trump, à sa manière, va le récupérer. Donc, c'est une figure qui appartient à l'élite, mais c'est un parvenu. Trump, c'est celui qui rejoint l'élite, mais qui n'a jamais été accepté par l'élite, qu'il voit comme un grossier personnage qui mettait ses grosses pattes à New York. Donc, alliance entre le parvenu mal aimé par son milieu, qui fait alliance avec une partie des classes populaires, une partie de la droite marginalisée. Cette alliance-là, donc 2016, et surtout 2024, avec un programme beaucoup plus structurant en 2024, pour le meilleur et pour le pire. J'ajouterais que la séquence internationale qu'on vit depuis le Groenland laisse croire que Trump, là-dessus, a trahi l'essentiel de son programme international. Et on notera que chez ses alliés en Europe, parce qu'il y avait des gens qui disaient au début, au cœur de l'Empire, le progressisme tombe. Tout le monde aujourd'hui considère qu'il faut prendre ses distances très nettes avec lui parce qu'il est devenu un boulet, alors que, puis il y a peut-être 1 an et demi, 2 ans, certains disaient qu'il est porteur d'une promesse. Fait que toi, dans le fond, la guerre de la guerre culturelle aux États-Unis à l'intérieur, ça date de bien avant Trump. Bien sûr. En fait, dans les années 60-70, il y a un basculement. La contre-culture, toute la séquence, puis la guerre du Vietnam, ainsi de suite, tout ce qui représente... La première guerre culturelle, en fait, arrive autour de Nixon en 68 et en 72. Notamment en 72, où Nixon est conspué par l'élite progressiste et ainsi de suite, et réussit à l'emporter avec une majorité très nette. Ça, c'est avant qu'il ne tombe pour le Watergate. Donc, il y a cette protestation est présente, et on peut dire que l'histoire du progressisme depuis les années 70, 80, 90, 2000, dans les années 80, le politiquement correct devient dominant dans l'université américaine. C'est vraiment là, on le constate. Il y a un livre très important qui va paraître à l'époque qu'il nomme à sa manière, c'est L'âme désarmée d'Alan Bloom, The Closing of the American Mind. Puis en 92, donc fin de la guerre froide, nouvelle séquence historique, nouveau contexte historique. Et là, on se dit, là, on va faire le bilan des 30 ou 40 dernières années. Le communisme est tombé, mais à l'intérieur, qu'est-ce qui s'est passé chez nous? Puis là, on constate, donc c'est la formule de Buchanan, there's a cultural war, a religious war in America. Donc il y a 2 Amériques qui se confrontent. Et là, c'est le début d'une séquence qui va culminer dans la séquence... On va dire le côté progressiste autoritaire va vraiment culminer avec la séquence woke. Puis ensuite, on pourrait dire que le Trump, c'est la réaction à tout ça. Mais réaction pas toujours réussie. Tu veux-tu parler justement de la liberté académique dans les universités aux États-Unis? Oui. Parce qu'on dirait que le monde s'en rend pas compte. Parce que moi, ça fait plusieurs fois, avant même que tu en parles, je n'avais entendu parler avec Stéphane Bureau à quel point il n'y a pas de diversité d'opinion dans les universités aux États-Unis, mais honnêtement, au Canada, au Québec, en France, c'est partout présent en Occident. On pourrait dire que depuis les années 60, l'université a connu et est devenue une forme de nouveau clergé dans nos sociétés, avec les médias. Donc le véritable pouvoir clérical, c'est l'université et les médias. Et dans cet environnement, on pourrait dire de manière imagée, l'extrême droite commence au centre-gauche. Donc, globalement, dès lors qu'on quitte les paramètres du progressisme obligatoire, on est un infréquentable. Et là, la manière dont fonctionne l'université, ça fait en sorte que si tu rentres pas dans ce système mental-là, tu es rapidement exclu, tu y fais pas carrière, tu es condamné aux marges, tu es diabolisé. Donc, l'université, qui devrait théoriquement être le temple de la liberté d'expression, est devenue tout le contraire. Donc, ce que je disais, dans les années 80, on le voit, par exemple, avec la multiplication de la formation de départements ou de champs d'études qui sont hyper idéologiques. Donc, c'est plus du savoir, c'est de l'idéologie dans l'université.
Dans les années 90, 2000, ça se consolide et à un moment donné, on en vient à voir que les universités sont un peu devenues une forme des hôpitaux psychiatriques à ciel ouvert. Donc, c'est dans les départements de sciences sociales, d'histoire, de culture, de droit. Là où ça tenait, c'est dans les sciences sociales, les sciences humaines, dans les sciences de la nature. Mais, problème, l'approche EDI, donc Équité, Diversité, Inclusion, donc la bureaucratie diversitaire dans l'université, va faire en sorte que tous les domaines de connaissances vont être colonisés par l'idéologie woke à ce moment-là. Donc, la liberté universitaire, c'était finalement le privilège de quelques vieux professeurs au seuil de la retraite qui se permettaient quelquefois de dire ce qu'ils avaient refoulé toute leur vie. Et ça, je pense qu'on le voit, mais on le voit aussi au Québec. Il ne faut pas se tromper. Faire carrière dans l'université québécoise, dans les domaines des sciences sociales ou d'histoire ou de culture droit, sans être dans le progressisme obligatoire, eh bien, on risque de ne pas y faire carrière tout simplement. Moi, ça me fait penser au Québec d'avant 60. Avant 60, il y avait une hégémonie catholique, puis il fallait y être, sinon on était vu comme le vilain petit canard de la tribu. Mais aujourd'hui, ce sont les mêmes mécanismes mentaux qui commandent le pouvoir clérical de notre temps, l'université et les médias, même si on a changé le contenu du cléricalisme. Ouais, c'est ça, la nature a horreur du vide. Oui. C'est ça. Et puis on n'en sort pas. C'est-à-dire que, et c'est pour ça que moi, en ces matières, dans un monde normal, je rêverais d'une réforme de l'université où on retrouverait une véritable liberté académique, une liberté d'expression, une liberté de recherche. Dans les faits, j'y crois de moins en moins. Donc, ce que je vois surgir un peu partout, c'est comme ça, à l'échelle de l'histoire, ça se passe toujours comme ça. Quand une structure devient irréformable, d'autres institutions naissent à la marge. Donc ça peut prendre des années, des décennies. Mais je pense qu'une partie ce qu'on appelle la culture générale occidentale, le savoir occidental, donc dans le domaine des humanités, tout ça va se redéployer au fil du temps à l'extérieur des structures traditionnelles de l'université qui sont en train de faire faillite. Quel effet la victoire de Trump a eu sur les élites à travers le monde, au pouvoir en place? Alors, aux États-Unis, ils ont eu peur. Là, ils se sont dit, oh là là, il est là. Donc là, on a vu le ralliement des gars de la tech, donc qui étaient auparavant plutôt des progressistes californiens, se rallier de manière très... Donc, à embrasser la bague du nouveau pouvoir, en quelque sorte. Ensuite, au-delà de ce petit milieu, plusieurs ont eu peur. Parce qu'on se dit, en instant, cet homme-là, avec la personnalité qui est la sienne, avec une vraie majorité, arrive au cœur de la capitale de l'Empire. Alors, qu'est-ce qu'on va faire devant ça? Donc là, on a vu, par exemple, dans plusieurs entreprises américaines, justement, les programmes EDI laissés de côté. Je ne dis pas que ça ne poursuit pas, mais ils sont moins ostentatoires parce qu'on se disait, mais là, avec lui, il va falloir... On vient de changer d'époque et il faut s'adapter à la nouvelle époque. Puis il y a quand même eu aussi une certaine réponse du public aussi. Tu sais, je pense juste à la publicité de Gillette. Oui, bien quand sûr. ils ont voulu parler de la masculinité toxique. Il y en a marre, là. Ben, c'est ça, leur action, ils ont carrément fondu. Go woke, go broke, comme on dit souvent. Ouais. Ensuite, en Europe, c'est différent. Parce que là, la victoire de Trump a provoqué une réaction de panique dans les institutions, dans les élites dominantes, les élites politiques dominantes. Et là, ce qu'on a vu, c'est une forme de raidissement antidémocratique pour empêcher la venue d'une forme de Trump européen. Donc, qu'est-ce qu'on voit? Je vais donner quelques exemples. En Roumanie, par exemple, il y a une élection, un candidat hors système, anti-système réussit à percer. Ça surprend tout le monde. Il est sur un programme, je ne dis pas que c'est un type que j'apprécie particulièrement, c'est Călin Georgescu. Il n'en demeure pas moins qu'il réussit à passer, puis on décide d'annuler l'élection. On annule l'élection parce que le résultat, il avait traversé le premier tour de l'élection, puis il risquait de gagner le deuxième tour. Annulation des résultats électoraux, c'est quand même assez culotté. En Allemagne, le principal parti d'opposition... Puis la raison qu'ils ont donnée pour ça... Ingérence étrangère. Par TikTok. Oui, exactement, par TikTok. Donc là, globalement, la manipulation de comptes TikTok, puis ça n'a pas été avéré. Ce que l'on sait pour l'instant, c'est que la manipulation des comptes TikTok était plutôt le fait de forces dites libérales ou progressistes qui avaient fait ça pour diviser les partis d'opposition. Ce qu'on en sait ensuite, on n'a pas tout le détail, mais c'est quand même de mon point de vue, c'est une manœuvre grossière pour dire le mauvais gars a passé, ben on joue plus selon les règles. En Allemagne, l'AfD, on pense, c'est pas un parti que j'apprécie particulièrement, mais c'est le principal parti d'opposition aujourd'hui. Eh bien, on se demande de quelle manière l'interdire. En France, ce qu'on le voit en ce moment, on verrouille les institutions. Donc, imaginons que le RN ou le camp national l'emporte la prochaine fois. On bloque, donc on nomme des gars ou des femmes dans des institutions qui vont véritablement avoir le pouvoir d'empêcher un nouveau gouvernement, une présidence RN, d'appliquer son programme parce que ça serait verrouillé de partout. Les lois sur la liberté d'expression deviennent de plus en plus sévères pour faire en sorte qu'un désaccord idéologique puisse se transformer en délit, en crime. Donc, on est devant un système qui
se verrouille parce qu'il a peur d'une réplique trumpiste en Europe. Il faut ajouter que par ailleurs, la révolte populiste, conservatrice, identitaire en Europe est bien antérieure au trumpisme, même si elle a trouvé un écho particulier chez Trump sur le mode de, désormais ils peuvent gagner. Et c'est sur le mode ils ne doivent jamais gagner qu'il faut désormais tout verrouiller pour empêcher la révolte populaire, l'insurrection populiste de se traduire politiquement. Tu parles aussi d'une redéfinition de l'état de droit. Oui, ça c'est fascinant. C'est l'état de droit, toi, moi, dans notre esprit, je pense, c'est l'encadrement juridique, enfin, on pourrait dire, c'est la mise en forme d'un cadre juridique qui évite l'arbitraire étatique, l'arbitraire politique. Puis c'est la défense des libertés publiques, bon, quelque chose de tout à fait fondamental. Mais là, on a redéfini l'état de droit depuis une dizaine d'années. Donc, l'état de droit, ça devient le gouvernement des juges, ça devient le pouvoir des entités administratives indépendantes qui ne relèvent pas de la volonté populaire, ça devient aussi le fait de judiciariser intégralement les rapports sociaux, ça consiste à limiter le pouvoir des politiques élus, parce que puisque les politiques élus dépendent du peuple, justement, et on craint que le peuple ne soit devenu une forme de bête terrible qu'il faut mater, eh bien, ce qu'il faut, c'est désarmer le politique pour confier le pouvoir à des juges que l'on croit moralement et intellectuellement supérieurs. Et ça, donc ce qu'on nomme état de droit aujourd'hui n'a rien à voir avec ce qu'a été l'état de droit historiquement. Mm-hmm. Donc voilà pourquoi je pense qu'on est devenu devant une forme d'idéologisation de l'état de droit, puis on nous fait passer pour l'état de droit dans les faits, ce qui est une forme d'autoritarisme administratif et progressiste déguisé derrière le respect des formes, mais qui ne respecte plus du tout l'esprit démocratique. Mais qu'est-ce que c'est ça? Mais qu'est-ce que ça dit, ça, sur la souveraineté populaire? Que la souveraineté populaire, on s'en méfie, parce que on considère, depuis les années, on pourrait dire dans les années 60, la première fois qu'on le voit, c'est avec Lénine. Donc ça, je remonte un peu. Lénine considère, au début du 20e siècle, en Russie, ça, hein? Il dit, on ne peut pas compter sur le peuple pour faire la révolution, parce que le peuple laissé à lui-même n'est pas révolutionnaire. Il est très unioniste, dit-il. Ça veut dire globalement, il est syndicaliste. L'objectif du peuple, c'est d'améliorer ses conditions à l'intérieur du système. Ce n'est pas de servir de chair à canon révolutionnaire pour faire advenir le communisme. Rester dans leur carré de sable. Oui, exactement. Donc là, Lénine se dit à ce moment-là, il faut donner... Le pouvoir ne doit pas appartenir au peuple, mais au parti. Au parti et les intellectuels, qui seraient l'incarnation de la volonté inconsciente du peuple de faire advenir la révolution. Et quand le peuple n'est pas d'accord, le peuple devient contre-révolutionnaire, et si le peuple est contre-révolutionnaire, il faut s'en méfier. Ce point de départ-là est fondamental. On le retrouve dans les années 60, quand la gauche universitaire, la gauche intellectuelle, constate que le peuple ne veut pas encore une fois de révolution. Marcuse, parmi tant d'autres, les grands noms de l'époque disent que le peuple est devenu contre-révolutionnaire. Donc on va chercher un nouveau sujet révolutionnaire. Donc là, puisque le peuple ne veut pas servir de chair à canon, donc c'est à partir de ce moment-là qu'on commence à dire les minorités vont servir de nouveaux peuples révolutionnaires. Et là, c'est le basculement diversitaire remonte à cette période. Donc, et aujourd'hui, ça continue. Quand on voit en 2012, par exemple, avec Terra Nova, c'est un think tank progressiste en France qui dit que les classes populaires ne votent plus à gauche. Donc, il faut plutôt un nouveau peuple politique composé des élites urbaines, des progressistes, des différentes minorités sexuelles, identitaires, culturelles, ainsi de suite. Donc, un nouveau peuple qui va être la nouvelle base sociale du progressisme. Donc, le constat depuis 60 ans, au moins en Occident, sinon davantage, c'est que les classes populaires, les classes moyennes ne sont pas révolutionnaires, sont attachées globalement à leur culture, leur mémoire, leur identité, leurs mœurs, leur liberté, leur mode de vie. Et dès lors, on est devant un moment anti-populaire. Donc le peuple, on s'en méfie. Donc si on pense que le peuple est dangereux, ne lui donnons pas le pouvoir. Ou alors rééduquons-le. Et quand au terme de la rééducation, quand il pensera bien, on lui redonnera le pouvoir. Mais entre-temps, c'est dangereux. Et là, qu'est-ce qu'on a vu avec ça ces dernières années? La mise en place d'un dispositif institutionnel pour sortir du piège d'un peuple qui déciderait de se mêler de ce qui le regarde. Donc, justement, les tribunaux, les hautes autorités administratives, les médias sur le mode de la rééducation. Et on l'a vu un peu en France en 2021-22, parce qu'en France, les candidats, pour être capables de participer à la présidentielle, doivent avoir 500 signatures. Donc, des signatures de maires, de conseillers généraux qui leur donnent le droit de participer à la présidentielle. Quelque part en décembre de mémoire 2021, 3 candidats, de gauche comme de droite, Marine Le Pen, Éric Zemmour, Jean-Luc Mélenchon, qui représentaient à ce moment-là dans les sondages autour de 45 à 48% du vote, sinon davantage, n'ont pas accès, on craint qu'ils n'aient pas leur signature. Donc, ils ne pourraient pas participer à l'élection présidentielle. Et là, plusieurs, dans le commentariat, disent c'est très bien, des candidats anti-républicains, comme disons, et factieux, ne pourront pas participer. Donc, on aura une élection seulement avec des gens respectables. Et moi, je me rappelle, j'interviens dans le débat en disant, mais qu'est-ce que vous dites là? Vous vous rendez compte que pour vous, puisque le peuple pense mal, vous préférez exclure ses représentants de la vie démocratique. Donc, on passe d'un peuple... enfin, on pourrait dire qu'on est devant un peuple qui est dit anti-républicain et on a une république anti-populaire. Donc, on est devant une démocratie sans le peuple et contre le peuple.
Et ça, je pense que c'est un peu le cas partout en Occident. Puis moi, j'idéalise pas le peuple. Sur le je pense pas que le peuple a toujours raison. Évidemment, il y a des moments de foule délirants. Mais en dernière instance, les élites n'ont pas toujours raison non plus. Donc je pense qu'il faut institutionnaliser les mécanismes qui tiennent compte des préférences populaires. Autrefois, on appelait ça des élections et des référendums, mais apparemment, il faut redécouvrir aujourd'hui que 2 plus 2 égale 4. Ouais, c'est ça, parce qu'ils veulent empêcher les référendums populaires. Oui, tous les référendums en général. On nous dit, le référendum, c'est l'initiative populaire. C'est-à-dire qu'une... Il y a des critiques légitimes à faire de ça, mais ça veut dire que le peuple se pose à lui-même les questions auxquelles il veut répondre, sans le filtre des élites qui sauraient justement éclairer, penser. Bon. Et le référendum, plus largement, on dit que c'est la majorité, c'est la mobilisation de la majorité contre les minorités. Donc, il faut se méfier de toute forme de consultation populaire directe. D'autant qu'encore une fois, le peuple est une grosse bête qui a des émotions et que les démagogues peuvent instrumentaliser. Donc là, on va proposer de nouveaux modes de consultation, de la société civile, des conventions citoyennes, n'importe quoi, pour ne pas faire l'expérience directe du peuple qui exprimerait peut-être son désaccord avec l'histoire qu'on lui propose. Mais c'est ça, mais à chaque fois, par exemple, on exclut une bonne partie de la population. Oui, parce que la population est vue comme étant dangereuse. Ouais. On nous donne toujours l'exemple, c'est si on consulte le peuple directement et qu'il vote, par exemple, on l'a vu avec le Brexit. On pense qu'on veut du Brexit, mais on considérait que c'était illégitime de changer de direction historique. Le peuple peut voter sur des options préétablies. En partir d'une idéologie déjà définie, il peut choisir ses dirigeants et ses administrateurs. Mais quand le peuple dit non, je ne suis pas d'accord avec la direction que vous avez imposée depuis 30, 40, 50 ans, et on va prendre une autre direction, là, le peuple est vu comme étant égaré, et c'est à ce moment qu'on veut contrôler notamment la liberté médiatique, la liberté d'expression, parce qu'on dit, s'il est égaré, pourquoi est-il égaré? Parce que les démagogues le poussent à souhaiter autre chose que ce qu'il devrait souhaiter, donc il faut les censurer. Puis il commence à avoir le dos large. Les démagogues commencent à avoir le dos large en maudit. Moi, je vois ça en France, ça me fascine sur la question de l'immigration. On nous dit, si ce n'était de quelques commentateurs, il n'y aurait pas de réserve par rapport à l'immigration massive. Les gens ne constateraient même pas qu'il y a un problème. Et là, on a envie de leur dire, vous pensez que les gens n'ont pas des yeux pour voir, n'ont pas l'expérience tous les jours du désastre qui est devenu la société de l'immigration massive. Pas les immigrants, un par un évidemment, mais cette expérience historique qu'a été l'immigration massive, au-delà des capacités d'intégration, dans un contexte de diabolisation de l'identité du pays d'origine, dans un contexte de judiciarisation de la parole publique, dans un contexte où le poids migratoire, le poids démographique fait éclater l'état social, dans un contexte où il y a un choc des cultures qui fait en sorte qu'elles ne sont pas toutes également compatibles. Et là, non, c'est pas du tout. Les gens si c'était pas trop 4 commentateurs à la télé, les gens se rendraient pas compte que ça marche pas. Ça, on appelle ça traiter le monde d'imbécile. Est-ce que tu peux me parler du gouvernement des juges, justement? Parce que c'est ça que, dans le fond, Trump, je pense qu'il appelle le Deep State, c'est ça? Pas que, mais c'est une dimension du Deep State, c'est-à-dire ce qu'il appelle le Deep State, c'est globalement la technostructure qui s'est mise en place à partir, dit-il, aux États-Unis des années 30, donc dans les suites du New Deal. Donc, une immense structure de pouvoir qui ne relève pas de l'élection et qui, peu importe qui tu élis, poursuit son déploiement. Non pas sur le mode complotiste. C'est juste qu'une institution, tu la mets en place, c'est dans sa nature que de se déployer, c'est dans sa nature de coloniser la société intégralement. Donc pour lui, ce qu'il appelle le Deep State, c'est globalement le pouvoir en politique étrangère, c'est le gouvernement des juges, c'est l'appareil d'État bureaucratique et ainsi de suite. C'est les liens avec le grand capital aussi, quelquefois, qui fixaient ses orientations, le complexe militaro-industriel, comme disait Eisenhower. Donc lui, il dit... On est devant une espèce de masse administrative et technocratique qui est indifférente aux préférences populaires, puis qui impose son programme de société à tout le monde. Le gouvernement des juges en est ce qu'on pourrait appeler l'expression la plus visible, parce que là, voilà des juges qui expliquent que, selon leur interprétation créative, très souvent, de la Constitution, qui n'a rien à voir avec ce que voulait la Constitution à l'origine, nous allons permettre cela, interdire cela, donc une forme d'autoritarisme, de despotisme doux qui s'exerce par le sommet de la société. Puis on le voit notamment en matière d'immigration, et aux États-Unis comme ailleurs. On nous explique que quand on veut stopper l'immigration massive, on dit vous ne pouvez pas, ce serait contre l'état de droit. Parce que la formulation du droit, telle qu'interprétée par des juges, à la lumière d'une série de décisions qui n'ont jamais été avalisées démocratiquement, c'est que vous n'avez pas le droit de stopper l'immigration massive. Si vous vous y opposez, vous êtes anti-humaniste, anti-ci, anti-ça. Donc on est dans une forme de structure politique qui a privé le peuple de ses droits, qui est fondée sur la rééducation de la population, qui en dernière instance cherche à limiter le politique à la simple gestion et à l'administration des jours ordinaires, sans avoir la possibilité de peser sur les grandes décisions de nos sociétés. Ben ça, on en paie le prix aujourd'hui. Comment se porte la liberté d'expression en Europe? Très mal. C'est très mal. On a une forme de...
tentation soviétique d'encadrement de la liberté d'expression. De différentes manières. Donc, premièrement, les fameuses lois sur la haine. Les lois sur la haine. La haine, c'est mal, on est tous d'accord. Là. Mais on a intégré, donc contre les propos haineux, on a intégré un nombre considérable de propos qui relevaient autrefois du débat démocratique ordinaire. On intègre ça dans les propos haineux. Donc, justement, si vous êtes contre l'immigration massive, si vous constatez que toutes les cultures ne sont pas parfaitement compatibles, si vous affirmez que jamais un homme ne pourra accoucher, si vous affirmez que jamais un homme pourra devenir une femme devenir un homme, simplement parce qu'ils ont décidé de changer de genre. C'est comme ça. Si vous pensez ça, ça peut rentrer sous le registre des propos haineux. Donc, extension du domaine des propos haineux. En plus, avec en France une disposition particulière, c'est qu'on a des associations qui ont le droit d'aller en justice pour traîner devant les tribunaux quelqu'un qui aurait dit telle ou telle chose qui heurte leur sensibilité. Ensuite, volonté de plus en plus de lutter contre ce qu'ils appellent la désinformation. Le problème, c'est que la désinformation, c'est pas simplement la vraie désinformation qui peut exister, c'est toute mise en récit de l'actualité qui ne cadre pas avec le récit du progressisme dominant. Ensuite, la volonté de réguler, d'interdire des propos dans le domaine privé. Moi, ça me rend fou, on en a déjà parlé. Donc, cette idée, j'ai un truc qui s'est passé en France il y a quelques temps, une proposition de loi qui dit... sur les groupes WhatsApp, dans les conversations privées, il ne sera plus possible de tenir tel ou tel type de propos. Donc là, on comprend les conversations de machine à café. Est-ce que on considère que ça rentre dans l'espace public? Donc la régulation des propos intimes. On peut ajouter à ça aussi, en Europe, la dissolution de différentes associations. Je disais, un parti politique qu'on veut interdire, des associations militantes qu'on veut interdire. Tout ça mis ensemble, ça crée une forme de dispositif soviétoïde pour réprimer les propos qui vont à l'encontre du discours dominant. Puis on transforme ainsi le désaccord idéologique en délit d'opinion. Donc, c'est la restauration d'une forme de loi de censure et surtout une loi de blasphème. Donc, aller contre le progressisme dominant, c'est du blasphème. Le blasphème, c'est pas permis. Hérétique, dégage, punition. Donc, ça, je pense que l'Europe aujourd'hui, qui est paradoxalement le continent qui a quand même inventé la liberté d'expression, qui a inventé la liberté religieuse, qui est un monde formidable. Je suis très critique et pour autant, j'y vis depuis quelques années avec un vrai bonheur. Mais je constate que ils ont tellement peur que la liberté d'expression soit au service d'idées qu'ils condamnent, qu'ils préfèrent aujourd'hui restreindre la liberté d'expression. C'est ça, c'est dans le fond pour faire taire la critique. Oui. Contenancer les opposants. Oui, mais c'est la meilleure manière, c'est-à-dire transformer l'opposant en dissident, transformer le dissident en infréquentable social et peut-être même en paria juridique. À l'échelle de l'histoire, c'est banal. Moi, c'est là-dessus que j'ai beaucoup réfléchi ces dernières années. On était tellement habitués à vivre en démocratie libérale, dans une espèce de période enchantée de quelques décennies qu'on a connues, qu'on avait oublié qu'à l'échelle de l'histoire, les hommes préfèrent se taper dessus que discuter, que l'opposition, on préfère l'interdire que de l'intégrer dans les jeux de pouvoir, qu'on n'accepte pas de céder normalement le pouvoir à quelqu'un d'autre simplement parce qu'il y a eu plus de votes. À l'échelle de l'histoire, une classe dominante qui se sent menacée est bien davantage porté à réprimer, avec les moyens qui sont les siens, qui lui sont donnés, les contestataires, que de tendre la main en disant « Vous avez peut-être raison, et puis on gagnera la prochaine élection de notre bord ensuite. » Donc réprimer les dissidents, réprimer les révoltes populaires, c'est banal dans l'histoire, mais on avait oublié parce qu'on pensait qu'on ne vivait plus à cette époque-là. On l'a pris pour acquis. Ouais, mais on a pris pour acquis la démocratie libérale apaisée. On a pris pour acquis que la violence n'était plus le langage de la politique. On a pris pour acquis l'idée qu'on était tous capables d'entendre un autre point de vue que le nôtre. On a pris pour acquis que les élites accepteraient naturellement de se faire déloger de leurs fonctions si le résultat électoral les y conduisait. On a pris pour acquis les choses qui n'allaient pas pour acquis, puis aujourd'hui remonte à la surface la nature plus autoritaire du politique. Tu parles aussi du discours anti-républicain. Tu en as parlé un peu tout à l'heure, là. En France, il y a depuis... C'est une histoire qui se joue sur une quarantaine... Bon, qui se joue sur 250 ans, mais sur le fond des choses, depuis le début des années 2000, la référence à la France comme pays s'est effacée pour la référence à la République. Donc, la République est un régime politique, assurément de qualité, mais la République devient finalement le nouveau référentiel commun plutôt que la France avec son identité, sa culture, donc la République. La République devient une forme de doctrine, d'idéologie officielle. Et dès lors, si on s'oppose à l'idéologie officielle, on se met hors l'identité profonde du pays, donc le discours anti-républicain, qu'est-ce que c'est? C'est cette idée qu'on a fixé une certaine idée du progrès, une certaine idée de l'orientation des sociétés. Et si vous vous y opposez, il faut peut-être tout simplement vous interdire l'accès à l'espace public. Moi, il y a un truc qui m'a rendu fou en France il y a quelques années, mais fou raide. Il y a un colloque qui est organisé
pour célébrer un homme qui, par ailleurs, qui c'est pas ma tasse de thé. Dominique Vénère, qui est un historien, mais qui était aussi, franchement, une idéologie qui n'est pas la mienne, disons-le poliment. Le type se suicide à Notre-Dame en 2013, je crois, pour protester contre le cours des choses. Tabarnak, il y croyait. Oui, non, mais c'était un moment. Là, c'est un païen, c'est pas un catholique, mais il voulait aller sur les sources premières de la spiritualité européenne. Il se suicide pour dénoncer la submersion migratoire de l'Europe. Tout ça, on peut penser que c'est un délire. La question n'est pas là. Tabarnak, il est au prix de sa vie. Ah ouais, puis il était plus jeune, mais il fait ça. Ses amis lui demeurent fidèles, ses amis l'estiment, ses amis veulent rendre hommage, 10 ans plus tard à peu près, à Dominique Vénère, de l'Institut Iliade. C'est un think tank qui a été créé en sa mémoire. Le colloque est interdit parce que pourrait s'y tenir des propos contraires à la loi Pleven qui est la loi sur les propos haineux. Donc c'est Minority Report, c'est-à-dire que c'est désormais pré-crime. On a interdit un événement parce que pourrait s'y tenir des propos allant contre la loi. Pour moi, il y a un moment de bascule qui arrive à ce moment-là, c'est interdire une manifestation, une conférence, sur le mode que pourrait s'y tenir des propos qui nous heurtent. C'est déjà que je suis contre le fait d'interdire les gens parce qu'ils disent des choses. Si en plus on doit les interdire parce qu'ils pourraient dire des choses... Donc ça, pour moi, il y a un moment de bascule qui s'est joué là. C'est cette idée il faut prévenir le crime, il faut prévenir le désaccord idéologique, le crime intellectuel. Donc ça, je pense qu'il y a un moment de bascule qui s'est joué à ce moment-là. Le crime de pensée, le délit d'opinion. Exactement. Mais dans des sociétés qui se réfèrent paradoxalement à la démocratie libérale. Donc des sociétés où tout le monde, théoriquement, se veut défenseur de la démocratie et de la liberté et qui étendent de plus en plus le domaine de la répression idéologique. Puis tu as parlé aussi rapidement de l'AFD. Puis c'est un passage qui m'a quand même marqué parce que, qu'on aime le parti ou non, ou peu importe, il y a un passage où tu parles qu'il y a des tests de conformité pour te présenter aux élections allemandes, puis aussi limiter la liberté de mouvement des limitants. Ça veut dire, genre, ils ne pourraient pas sortir, aller dans un autre pays au cas où de la mauvaise presse, la mauvaise image. Oui, c'est arrivé. Alors, c'est parce que c'est quand même intense. Là, je suis d'accord. Parce que qui est le juge de ça? Qui va te dire si t'es un... mais normalement, c'est des gens qui ont une idéologie assez arrêtée. Ouais. Et donc, l'idéologie officielle en Allemagne fédérale. Alors, c'est parce que, encore une fois, j'ai pas envie de me porter à la défense de l'AfD en soi, loin de là. Mais c'est un parti qui est aujourd'hui le principal parti d'opposition. Pour moi, c'est une donnée politique fondamentale. On a l'Allemagne, pour des raisons qui se comprennent vu son histoire, a, je pense, le Bureau de protection de la Constitution qui surveille les mouvements dits extrémistes. Et là, on présente toujours l'AfD comme un parti un danger néo-nazi. Bon, si c'est les néo-nazis, il faut vraiment les combattre. Le problème, c'est que la principale, la chef du parti, Alice Weigel, dit régulièrement, elle dit « Je suis libertarienne ». Bon, ça part mal pour le nazisme. Je veux dire, quelqu'un qui veut réduire la taille de l'État jusqu'à sa part minimale. Bon. Elle dit « Hitler était un socialiste antisémite ». On peut considérer que le terme socialiste, c'est peut-être pas le bon, mais c'est pas un compliment chez elle. Elle dit « Le nazisme est une catastrophe dans notre histoire ». Bon. Certains dans ce parti disent n'ont aucune fierté pour ce passage absolument atroce de l'histoire humaine qu'est le nazisme, mais disent « L'histoire de l'Allemagne ne se réduit pas à cette décennie, ces 12 ans, 12 ans absolument infernal. » On en pense ce qu'on veut. Le fait est que dans le discours public dominant, on dit que c'est un parti néo-nazi. Je dis pas qu'il n'y a pas des tordus qui traînent dans ce parti-là. Là. Je dis globalement, le discours officiel n'est pas celui-là. Eh bien, on utilise ça pour se dire ensuite, puis là, tout le monde le répète, puis là, tu veux pas être le zouave qui dit pas la même chose, qui prend pas l'accusation, parce que tu veux pas être accusé ensuite de complicité potentielle avec des néo-nazis. C'est ce qui serait quand même évidemment atroce. Mm-hmm. Eh bien là, qu'est-ce qu'il y a? Donc, il y a une dynamique qui a été engagée, une démarche, une procédure, pour théoriquement interdire ce parti-là. Interdire un parti. Moi, dans mon esprit, mais les partis même les plus détestables ne sont pas interdits. On en débat. En France, il y a un débat un peu équivalent sur est-ce qu'on doit interdire LFI, la France Insoumise, le parti de Jean-Luc Mélenchon. Ouais. On ne me soupçonnera pas de complaisance pour LFI et Jean-Luc Mélenchon. Eh bien, je me suis opposé à la possibilité même mentale d'imaginer la dissolution de ce parti. Mmh. En démocratie, on ne combat pas ses adversaires en les interdisant. Et moi, ça me frappe cette tentation de l'interdiction qui est le réflexe autoritaire dominant. Puis en plus, interdire au nom de la démocratie, là, je trouve que c'est plus fort quand même. Donc puis le cas de la hashtag incohérence. Puis même le cas de l'AFD dont tu mentionnais, c'est qu'il y a des militants qui allaient un sommet sur la remigration. On en pense qu'on veut, puis il ne s'agit pas d'être pour. Mais là,
interdiction, je pense, de mémoire, soit de rentrer ou de quitter le pays. J'ai pas le détail en tête exactement. Pourquoi? Parce qu'il pourrait justement donner mauvaise réputation à l'Allemagne à l'étranger. Mais un instant, là, on n'est pas des panneaux publicitaires au service de nos États. Il existe encore une telle chose que la liberté de mouvement, la liberté des individus. Donc moi, je trouve que au nom de la lutte contre... Puis en plus, contre ce qu'on croit être un fascisme qui revient, mais ça, on nous l'a fait depuis 40 ans, la question du fascisme qui revient. Excusez-moi, 40 ans. En 58, quand De Gaulle revient pour prendre le pouvoir, eh bien, on dit le fascisme ne passera pas. Donc moi, l'accusation de fascisme, je commence à l'avoir... Quand il l'a combattu. C'est le moins qu'on puisse dire. C'est celui qui a tenu tête. Et ben on dit le fascisme ne passera pas. Donc, à un moment donné, on commence à se dire que... Puis je me rappelle dans la séquence Black Lives Matter et tout ça, on disait il faut faire tomber les statues de Churchill et ainsi de suite. Mais Churchill, celui qui a tenu tête de la plénière la plus admirable qui soit à la barbarie nazie, il faudrait se débarrasser de sa mémoire. Non mais ça va là? C'est tout comme certains considéraient qu'il fallait se débarrasser de la mémoire aux États-Unis d'Abraham Lincoln. Au nom de l'antiracisme. L'homme qui, à l'échelle de l'histoire, a mené une guerre, la première guerre philosophique en quelque sorte, pour assurer certes l'unité du pays, mais faire tomber l'esclavage, institution absolument infamante, mais là, ça devenait un infréquentable. Ça commence à être large, là. Il y a aussi les sanctions à Jacques Brault. Ouais. Ça, c'est quand même intense, ça aussi, là, tu sais. Parce que je pense qu'il est soupçonné d'être pro-russe ou de quoi de même. C'est un citoyen russe, un ancien, je pense, un colonel du renseignement de l'armée suisse, si je ne me trompe pas, et qui a un discours qui, alors, je le précise tout de suite, qui n'est pas le mien. Moi, en ces matières, je n'ai pas le début d'un quart de huitième de complaisance pour l'Empire russe qui cherche à se reconstituer, donc avec l'Ukraine, puis peut-être demain avec les Baltes, et ainsi de suite. Mais le fait est que Brault propose une lecture des événements qui n'est pas celle dominante en Europe. Mm-hmm. Me semble-t-il qu'on pourrait l'entendre sans chercher à le frapper d'une forme. Je n'ai pas le détail des sanctions, mais une forme de bannissement global sur le territoire de l'Union européenne. Ils ont fermé son compte en banque. Voilà. Donc, oui, ça, c'est l'interdiction bancaire. Donc, est-ce qu'on peut entendre un propos qui n'est pas le nôtre sans chercher à le sanctionner? Donc, moi, Brault, mais tant d'autres, cette volonté de transformer des propos qui nous agacent, puis j'insiste, le propos de Brault m'énerve. Je trouve qu'il y a chez lui une forme de complaisance pour la Russie. Le fait est que dans nos sociétés, il n'y a pas un consensus absolu en politique étrangère et quelqu'un qui va expliquer le conflit en Russie, en Ukraine, à partir d'une autre grille d'analyse que moi, j'ai beau trouver sa grille d'analyse mauvaise, en dernier instance, je ne veux pas l'interdire. Mais ça, on a basculé dans une forme de puritanisme idéologique nouveau aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on veut interdire ce qui nous dérange. Alors, ça commence à être un problème parce que... Au nom de la démocratie. Et au nom de la liberté, et au nom de l'état de droit. Et puis le problème, c'est qu'il y a toujours bien des affaires qui nous dérangent dans la vie. Moi, il y a des tonnes d'affaires qui me dérangent. Je veux pas les interdire. Ensuite, je ne dis pas qu'une société fonctionne sans interdiction du tout. Évidemment qu'il y en a. On peut penser qu'à l'échelle de l'histoire, quelquefois, il y a des choses qu'on doit bannir. Mais on le fait beaucoup trop systématiquement aujourd'hui. Et ce qui fait qu'on a le réflexe de l'interdiction pour à peu près tout. Et ça, je pense que c'est pas conforme à le meilleur de la société libérale. Comment il se porte l'Union européenne? Est-ce qu'il pourrait finir par se dissoudre? Tu sais? C'est une possibilité à l'échelle de l'histoire. L'Union européenne est une fédération inavouée d'États aux intérêts souvent contradictoires, tenue par une bureaucratie et une commission centrale, une forme de politburo de notre temps, tenue de force par une forme d'autoritarisme progressiste tenu à Bruxelles. Donc, moi, entre les Baltes, les Portugais, les Allemands, les Italiens, est-ce qu'ils ont, par exemple, les mêmes intérêts économiques? Pas vraiment, on l'a vu avec la question du Mercosur. Est-ce qu'ils ont les mêmes intérêts géopolitiques? On voit que non. Je comprends parfaitement les Baltes d'être très inquiets devant la Russie. Je comprends les Portugais, si c'était leur cas, de se dire c'est quand même un peu loin de nous. Donc, on cherche à... Est-ce qu'il y a par ailleurs, je le précise, une civilisation européenne? Oui, évidemment. Est-ce qu'il peut y avoir un patriotisme de civilisation européenne? Oui, je crois. Mais quant à moi, aujourd'hui, l'Union européenne est à la civilisation européenne, ce que l'URSS était à la Russie. Sans le goulag, sans la violence répressive, mais c'est une structure technocratique impériale, autoritaire, qui surplombe les peuples, qui cherche à les rééduquer, qui veut toujours réduire le périmètre de la souveraineté populaire et qui a une tentation impériale à l'échelle de l'histoire. Et ça, je pense que ça peut se disloquer parce qu'un choc historique de trop pourrait amener à un moment donné, je ne sais pas, si demain, par exemple, les Français disent « Désolé, mais il n'y aura plus le primat du droit européen sur le droit français ».
si les Italiens disent la même chose, si devant une vague migratoire nouvelle, les Français disent, ou les Italiens, désolé, il n'y en a plus chez nous, c'est assez. Donc là, ça crée les possibilités d'un écartèlement des intérêts des uns des autres, et il y aurait une forme de reset européen qui serait probablement pour le meilleur. Alors, je ne dis pas qu'il faut tout jeter par terre, mais la technostructure autoritaire qu'est l'Union européenne aujourd'hui mérite de grandes réserves. Ben ouais, parce que de la façon, tu sais, que, en tout cas, je le lisais dans le livre, on dirait qu'ils se retrouvent avec les mêmes problèmes que nous, on a au Canada. Ah oui, là, bien sûr. Je voyais exactement les mêmes affaires. Centraliser le pouvoir. Mais c'est la même idéologie, c'est la même tendance des structures politiques à vouloir centraliser toujours, puis à traiter la liberté, le droit des peuples à demeurer eux-mêmes, puis à disposer d'eux-mêmes. On traite ça comme la manière d'une forme de problème réactionnaire hérité des temps anciens. Et quand un peuple dit un instant, j'aimerais quand même me gouverner par moi-même, on dit... Mais qui êtes-vous? Pour qui vous prenez-vous? On a envie de retourner pour l'exemple. Qui êtes-vous, Mme von der Leyen? Pour qui vous prenez-vous? Vous. Et au Canada, ça c'est très particulier. Là, je fais un lien, c'est de pas de côté. Moi, je suis frappé comment Mark Carney, aujourd'hui, est un leader bien plus autoritaire qu'on ne le dit. Alors, il n'a pas, évidemment, le côté grossier, grotesque de Donald Trump. Donc, on se dit, Carney, c'est un monsieur chic et élégant, il paraît bien, M. Choyney. Bon. Et là... Le banquier. C'est le bon banquier, c'est le bon maître anglais. Or, le fait est que, si on fait le parcours de Mark Carney sur 40 ans, c'est l'incarnation presque caricaturale des élites mondialistes post-1989. Donc, c'est gouverneur de banque centrale, la technostructure, tous les symboles d'une gouvernance qui ne tient plus compte des États-nations, des peuples, il porte ça. Il décide un jour de devenir premier ministre du Canada, une forme de point d'aboutissement de carrière. Bon, il faut passer par l'épreuve électorale, parce que c'est presque... Il en profite comment? En instrumentalisant le discours de Trump sur l'annexion, sur le mode « nous sommes désormais les seuls à pouvoir sauver le Canada ». Vu le fait que le Parti libéral du Canada est le parti naturel de gouvernement au Canada, qui contrôle le pouvoir même quand il est dans l'opposition, il y a un discours de conditionnement de la population tel que ça crée une frayeur, et Carney en profite pour se faire élire. Il ne réussit pas à avoir sa majorité. Que fait-il? Il achète finalement sa majorité, un député à la fois. Il a volé une majorité qui lui a été refusée par la population. Et à terme, aujourd'hui, qu'est-ce qu'il fait? Il y a une politique assez autoritaire, mais maquillée par les traits du gentleman pseudo-britannique. Et de ce point de vue, si on ajoute en plus la question québécoise là-dedans, j'ai l'impression que Carney regarde les Québécois comme les dirigeants britanniques regardaient les Irlandais en 1916, à la manière d'une forme de tribu bizarre à côté d'eux qui pourrait finir par se coucher, s'il vous plaît, on en a assez de vous entendre et vos jérémiades. Donc, on est au Canada, on a une forme de coup d'État doux, qui ne porte pas ce nom, mais qui est bien réel, avec Carney, qui est le point d'aboutissement par ailleurs de la structure de pouvoir remise en place en 82 par Trudeau. Et ça, mais puisqu'il ne s'exprime pas à la Donald Trump, on a l'impression qu'on a un doux démocrate à Ottawa. Mais c'est une illusion. Ben voyons, il était au Centre Bell à la gang du Canadien il y a 2 semaines. Il nous donne tous les gages pour donner l'impression qu'il est des nôtres. Et ça, faut quand même pas se laisser bluffer par ça. Mais ça me fascine à quel point une partie de la population s'est laissée bluffer par ça. Moi, 17% du temps, il parle notre langue. Hey, c'est quand même pas si pire. Puis je me rappelle, quand il a commencé, rappelle-toi, quand il a commencé, il s'est présenté, sa maîtrise du français était encore bien moins grande qu'aujourd'hui. Et là, on avait une collection de lèche-bottes dans l'espace public qui disaient « Non, c'est correct, son français, c'est pas grave, il parle très bien, très éloquent. » Donc, à un moment donné, le désir qu'a l'homme, quelquefois, de pratiquer des génuflexions devant le pouvoir est exceptionnel et infini. Mais ça, vu que tu parles de Carney, parce que tu as fait aussi un article sur la loi 21 qui est à la Cour suprême là, en ce moment, parce que tu dis que ça va à l'encontre de la démocratie québécoise. Oui, mais ça. 2007-2008, début de la crise des accommodements raisonnables, qui est presque l'écho de la censure de l'identité québécoise post-95, tellement on a paniqué sur les propos de Jacques Parizeau. Commence une séquence, donc on constate que le multiculturalisme disloque notre société, on constate que l'immigration massive génère des revendications nouvelles, souvent dans le langage du religieux, qui fait qu'on se dit qu'est-ce qu'on fait collectivement devant ça? On tâtonne, on pense d'abord, le PQ pense à une citoyenneté québécoise. Finalement, la charte de la laïcité devient la charte des valeurs. Perd les élections de 2014. Ça revient ensuite avec le Legault en 2018 avec la charte de la laïcité. Il y a à peu près 12 ou 13 ans de débat public pour qu'on en arrive au terme d'un débat entre Québécois à se dire ce qu'on va faire, c'est que notre mode d'encadrement de ces revendications ethno-religieuses qui se multiplient, ce sera la laïcité.
Et là, au terme de ce débat, une fois qu'on a pris cette décision-là, après avoir débattu entre nous, maintenant, c'est Papa Ottawa qui va décider si on a le droit d'avoir pris cette décision-là pour nous-mêmes. Et qu'Ottawa, imaginons qu'Ottawa n'ait rien à redire à la fin. Moi, ça demeure un problème parce que on accepte quand, premièrement, on a élaboré la loi en intégrant les interdits juridiques et idéologiques, surtout de la Constitution canadienne. Enfin, on la soumet à une autorité extérieure. Donc, la démocratie québécoise est toujours sous tutelle. Et ça, pour moi, cette tutelle, elle est absolument insoutenable, parce qu'on explique aux Québécois que leur démocratie n'est possible qu'à l'intérieur d'un cadre fixé par Ottawa qui nous dit ce qu'on peut faire et qu'on ne peut pas faire, avec ces juges qui viendront ensuite surveiller nos copies pour voir si on a été de bons petits élèves canadiens. Donc ça, pour moi, oui, c'est un révélateur de la nature fondamentalement antidémocratique du Canada contemporain. C'est de la poudre aux yeux. Oui. Il nous dit qu'on est souverain dans nos champs de compétences, mais il s'agit juste qu'il soit amené en cours en Cour du suprême. Puis, 1982, c'est un changement de régime. Donc, c'est la fin de la souveraineté populaire au Canada. Évidemment, on n'en a pas pris conscience tout à fait immédiatement, mais c'est un changement de régime. Et ce changement de régime, aujourd'hui, on en voit toutes les conséquences. La souveraineté populaire n'est plus respectée, la souveraineté parlementaire non plus. Récemment, quand la Cour suprême a obligé, selon des contorsions juridiques qui sont les siennes, l'accès, par exemple, au CPE, aux demandeurs d'asile, comme on dit, aux clandestins. Donc là, le Québec prend une décision. Son État-providence en fonction de ses capacités de payer, en fonction d'une certaine population, la population québécoise. Et là, on nous dit, vous n'avez pas le droit de limiter ça parce qu'au nom de je ne sais quelle contorsion juridique universelle, vous devez soumettre votre État-providence au mouvement migratoire qui arrive chez vous. Ce qui, à terme, risque d'ailleurs de faire sauter l'État-providence, soit dit en passant. La Cour suprême, encore une fois, a une action antidémocratique. Mais comme d'habitude, j'aimerais dire, donc on n'est plus devant une Cour suprême classique qui assurait le respect des libertés, mais elle a un programme idéologique et elle nous l'impose sans gêne. J'en profite pour on a fait une petite pause vers le Canada, mais j'aimerais ça qu'on retourne vers l'Europe, parce qu'une autre partie dans ton livre que je trouvais super intéressant, c'est le fait que tu parles de l'État qui se met de plus en plus à surveiller sa population. Ouais. Tu parles de reconnaissance faciale, fichage universel, abolir l'argent comptant. Mais ça, je pense que c'est une des questions parmi les plus importantes aujourd'hui, mais qu'on n'ose pas aborder parce qu'on a collé l'étiquette complotiste à ça. Le fait est qu'on vit dans un État, en Occident aujourd'hui, qui bascule dans une logique chinoise du crédit social et plus largement, qui entend, au nom de la transparence, connaître chacune de nos interactions pour pouvoir les encadrer et les flécher selon ce qu'on croit être les exigences du bien commun. Parce qu'en Chine, ils font ça. Donc, ça existe depuis un bout de temps. Ça part mal. Hein. Moi, la Chine est une grande civilisation, mais suivre les consignes du Parti communiste chinois ne font pas partie de mes objectifs de vie. Donc, quand on ramène ça en Europe, qu'est-ce qu'on voit? Par exemple, quand on nous dit l'euro numérique, quand on veut abolir l'argent comptant, on veut en finir avec ça. L'argument donné, c'est généralement pour lutter contre le narcotrafic, pour lutter contre... Ils ont tout le temps des bonnes raisons. Toujours. Tout comme quand ils veulent contrôler les réseaux sociaux au nom de la lutte contre la pédocriminalité. La pédocriminalité est atroce, tout le monde le sait. Mais le fait est qu'au nom de ça, on va ensuite chercher à ficher numériquement absolument tout le monde. Donc une forme de répertoire européen de l'identité numérique des uns des autres, où on peut être débranché, rebranché. Moi, je suis assez inquiet devant ça. Tout au détriment de la vie privée. Exactement. Et ça, il y a l'argument toujours qu'on entend sur la vie privée, notamment pour l'argent, par exemple. Hein, ça va simplifier la vie à tout le monde, la fin de l'argent comptant. On dit un instant, c'est pas que contre les narcotrafiquants, c'est la possibilité de ne pas soumettre tout ce qu'on fait au regard extérieur de Sauron. Bon. Alors là, l'argument qui nous est dit, c'est si vous n'avez rien à vous reprocher, vous n'aurez pas de problème. Et là, il faut répondre que l'État trouve toujours quelque chose à nous reprocher. Ben oui. Toujours. Et demain... excuse de te couper, mais il y a une phrase de Edward Snowden. Ouais. Il disait, tu sais, c'est ceux qui disent que si tu n'as rien à te reprocher, tu n'as rien à craindre. C'est comme dire que la liberté d'expression n'est pas utile parce que tu n'as rien à dire. Oui, c'est ça. Non, puis absolument d'accord. Et puis on le voit. Donc, l'État trouve toujours quelque chose à nous reprocher. Et là, donc, imaginons demain, tout est fléché. Vous avez votre argent purement numérique. Et là, vous avez dépassé votre quota d'argent disponible pour acheter de la viande ou pour faire des voyages ou pour vous déplacer, acheter de l'alcool, qu'en sais-je. Donc, moi, je vois venir une forme d'idéologie coercitive nouvelle qui a besoin, pour se déployer, d'une virtualisation intégrale de l'existence et la fin de l'existence matérielle, c'est-à-dire... je sais pas, mon propre argent, ma possibilité d'avoir des interactions sans qu'il y ait un regard extérieur. Mm-hmm. De la même manière, la reconnaissance faciale ou la vidéosurveillance.
je comprends les raisons pratiques en certaines villes et certains lieux qui favorisent la vidéosurveillance. Genre dans le centre-ville. On n'est pas zouave. Ouais. La reconnaissance faciale, cette idée qu'il y a une forme de fichage généralisé des comportements pour s'assurer, encore une fois, on nous dit pour votre sécurité. Oui, ça, la surveillance universelle d'une forme d'État qui peut observer chacun de nos comportements. Puis la reconnaissance faciale fonctionne généralement sur le mode, si vous avez un geste non prévu, eh bien là, ça alerte les dispositifs de renseignement, en fait, les dispositifs de surveillance. Un geste non prévu, on appelle ça la liberté d'un être humain. C'est-à-dire, si on n'a que des gestes prévus, on appelle ça une fourmilière. Donc ça m'inquiète aussi. Quand l'Union européenne voulait, là, c'était reporté, mais ça reviendra, avec Chat Control. Chat Control, c'est au nom de la lutte contre, encore une fois, la pédocriminalité et le narcotrafic. Toutes vos conversations dans vos messageries privées, donc WhatsApp ou ainsi de suite, Messenger, sont cryptées. Avant même, donc, il y a un dispositif pour voir si le propos que vous y envoyez n'est pas problématique du point de vue des grands objectifs de l'État. Mes conversations privées sont privées, point final. Donc, j'ai compris que dans certaines circonstances, l'État peut demander un mandat pour observer certaines conversations après avoir établi que lui, c'est probablement un méchant. OK. C'est ça. Mais il faut des contre-pouvoirs à ça. Oui, et puis surtout, le principe de suspicion généralisée à l'endroit de la population me semble totalitaire. Donc, on est dans une séquence historique d'encadrement répressif des libertés, une séquence historique de suspicion généralisée, ajouter une période historique de puritanisme nouveau, un puritanisme qui s'exprime autrement, mais sur le mode vous avez mangé trop de viande, bu trop d'alcool, mangé trop de fromage, vous avez pas dépensé trop d'argent pour, je sais pas, des bijoux, j'en sais rien, vous avez pris trop de voyages en avion, franchement, c'est dangereux. Donc, à travers ça, on trouve d'excellentes raisons chaque fois, parce qu'il y a toujours des bonnes raisons. Mais à la fin, ce sont vos libertés qui régressent. Et les libertés qui régressent, ça va vite. Les libertés à reconquérir, ça prend du temps. Puis tu sais, pour essayer de convaincre ceux qui sont pas inquiets par ces tendances-là, on peut dire, moi, qu'est-ce que j'essaie de dire d'un fois, c'est que c'est pas parce que c'est ton camp qui est plus au pouvoir que c'est pas inquiétant, parce qu'il s'agirait que si jamais un moment donné, ça soit l'autre camp, l'autre adversaire, puis eux autres, ils partent sur une chire. Ouais. Fait que, dans le fond, ceux qui sont perdants de ça, c'est tout le monde. Tout le monde est perdant de ça. La gauche, la droite, le centre, peu importe c'est quoi tes... Il faut servir une marge, une éponge pour justement contenancer ces élites-là, puis faire en sorte qu'il y ait des contre-pouvoirs qui puissent pas faire... c'est quoi? C'était Vincent Geloso qui disait ça. Tu sais, il faut qu'il y ait un système qui est mais qui force la paix personne à faire les bonnes décisions. Moi, je pense, je vois ça, je dis souvent à mes amis de droite en France, qui quelquefois, parce que moi, j'ai un réflexe méfiant envers l'État. Eux aussi, peut-être théoriquement, mais une fois qu'ils sont au pouvoir, ils ont envie d'en faire usage comme tout le monde. Et moi, j'en dis, il faut s'empêcher soi-même, ce qui permet d'empêcher les autres aussi, soit dit en passant. Donc, il faut empêcher. Il ne faut pas mettre la technostructure à notre service. Il faut diminuer l'emprise de la technostructure sur nos vies. Donc ça, je ne dis pas que c'est facile. Puis la psychologie de nos sociétés depuis un siècle, ça consiste à dire qu'on s'empare du pouvoir et on en fait à peu près ce qu'on veut dans telle ou telle direction. Je pense qu'il faut, de ce point de vue, moi je ne suis pas libertarien, donc le pouvoir est nécessaire, l'État est nécessaire, mais il faut restreindre la capacité qu'a l'État de mobiliser la société dans un sens ou dans un autre. Puis à contenancer les adversaires. Oui, bien sûr. Et cette idée d'utiliser le pouvoir pour mater son adversaire du moment, c'est fondamentalement antidémocratique et antilibéral. Et ça... Mais non, je crains qu'on soit dans une période qui ne comprend plus cette inquiétude. Mais non, il y en a plein, là. Juste parce que c'est Mathieu Bock-Côté qui dit ça. Mais il fait, si Mathieu Bock-Côté, il est pour ou il s'inquiète de ça, moi, je suis contre Bock-Côté. Fait fuck tout ce qu'il dit. Là, c'est comme, dude, réfléchis par toi-même. Je donne l'information. Enlève le gars de l'équation. Là, ouais. Puis, tu sais, réfléchis par toi-même. Je vais donner un exemple français qui va traduire ça bien concrètement. Il y a une loi qui était, donc au moment où on en est, je ne sais pas où est-ce que sera rendu dans l'évolution du processus législatif en France, mais il y a une proposition de loi en avril 2026 en France, la loi Yadan. La loi Yadan, la proposition de loi, c'était pour lutter contre les formes nouvelles d'antisémitisme.
Et là, on voulait, par exemple, l'idée, c'était d'interdire... bon, déjà, moi, je compte les lois sur l'encadrement de la liberté d'expression, mais imaginons. Là, il y avait, par exemple, cette idée qu'il fallait pousser plus loin la répression de la glorification du terrorisme, pousser plus loin, interdire le délit d'insinuation. C'est-à-dire, le délit d'insinuation, c'est-à-dire, si tu suggères sans le dire que quelque chose, ben, on peut te poursuivre pour l'intention qu'on te prête. Et moi, j'avais dit que c'était une loi, ceux qui s'y opposaient vraiment, c'était LFI, la France Insoumise. Et moi, j'étais en désaccord avec cette loi-là aussi. Donc là, on me disait, mais tu fais le jeu de la France Insoumise. Je dis, non. Je suis pour la liberté d'expression, même quand j'entends des choses que je trouve désagréables. Je vais vous donner un exemple, parce que pour l'interdire, même la question de l'apologie du terrorisme. Il faut interdire l'apologie du terrorisme, nous dit-on. On pense au Hamas en disant ça. On n'a pas le droit de célébrer le Hamas comme un mouvement de résistance. Très bien, je ne pense pas que le Hamas est un mouvement de résistance. Loin de là, je n'ai pas envie de mettre en prison les gens qui le penseraient par ailleurs. Mais je vais plus loin. Je l'ai écrit dans le Figaro, puis je l'ai dit sur CNews. Si, par exemple, je dis l'IRA, dans les années 60, 70, 80, était un mouvement légitime en Irlande, est-ce que l'armée républicaine irlandaise, est-ce que disant cela, je fais l'apologie du terrorisme? Si je dis que les révolutionnaires de 1916 à 1922 en Irlande on fait une insurrection légitime, mais à l'époque, on présentait ça comme des terroristes. Est-ce que je fais l'apologie du terrorisme? Si je tombe sur quelqu'un qui dit que le FLQ était un mouvement légitime et nécessaire dans une époque troublée, est-ce que je fais l'apologie du terrorisme? Donc, on pense prétendre combattre le Hamas, mais à la fin, on va finir par trouver le moyen de jeter. Puis je pense vraiment que le Hamas est atroce, hein, c'est pas la question. Mais on va finir par instrumentaliser ça pour pouvoir nommer tout mouvement qui, dans l'histoire, est insurrectionnel ou un autre, ou de manière ou d'une autre, et criminaliser un discours à leur endroit qui serait nuancé ou modéré. Puis j'insiste vraiment. Je ne pense pas que le Hamas soit un mouvement de résistance nationale légitime. Je pense vraiment que c'est un mouvement atroce. Mais encore une fois, il ne s'agit pas d'interdire juridiquement les propos atroces. C'est pas comme ça que ça marche. Puis ensuite, ces lois sur la liberté d'expression ont toujours un potentiel de dérapage. Donc, ce qui fait, je reviens à ton truc, que c'est LFI qui était d'accord avec ça. Quand j'ai décidé de me prononcer contre cette loi, on me dit, tu fais le jeu de LFI, tu es en train de virer de bord. J'ai dit, non, je suis contre les lois de liberté, les lois liberticides, qu'elles viennent d'un bord ou de l'autre. Puis si par un malentendu, la gauche radicale défend sur ce coup-là la liberté d'expression, ben on sera d'accord pour quelques minutes avec la gauche radicale ou elle sera d'accord avec nous. Mm-hmm. La beauté du débat. Oui, bien sûr. Je pense pas, disant cela, j'ai pas l'impression d'être si transgressif que ça, mais apparemment, ça fait partie des idées étranges aujourd'hui. Ben, c'est ça, de pas être dogmatique. Oui, bien sûr, absolument d'accord. Je veux parler aussi de les médias, parce que tu en as parlé aussi, puis dans le livre, tu en parles, il essaie de tenter de fermer des chaînes de télévision. Ils ont essayé avec CNews, puis je pense qu'ils ont réussi avec C8. Exact. Aussi, tu dis avec ça? Ouais. Ben, en fait, ça nous ramène à la logique de la liberté d'expression. On est devant un régime qui considère qu'il voudrait avoir un monopole de l'information légitime. Le monopole du récit public légitime. Dès lors qu'on a une chaîne qui a un angle éditorial différent, par exemple, qui dit rien de faux, hein. Juste que dans les médias dominants, on ne parle pas de ces faits-là. Sur cette chaîne-là, on parle de certains faits. On les mentionne, c'est tout. Eh bien, pour certains, le fait de mentionner ces faits-là en disant qu'ils sont importants, c'est de la désinformation. Donc, puis c'est même de la haine. Ouais. Donc, il faut interdire cette chaîne-là. Donc, il y a une volonté, dans la lutte menée contre CNews, c'est une volonté de restaurer le monopole du récit médiatique légitime. Parce qu'on voudrait, on en a assez qu'une chaîne se permette, par sa liberté éditoriale et son pluralisme interne par ailleurs, de raconter la société à partir d'un autre angle. Prendre le contrôle du narratif. Oui, bien sûr. Imposer son discours. Eh bien, c'est la grande obsession. Alors, je lisais aujourd'hui, ce matin, avant de venir te rejoindre, je lisais Théorie de l'action politique, c'est un cours de Raymond Aron en 1973. Et il raconte notamment ce que dit Lénine de la presse. Il dit qu'il est tout à fait légitime d'interdire la presse bourgeoise et contre-révolutionnaire parce qu'elle va contre le bien humain qui est la révolution. Mais de la même manière, on nous dit qu'il est tout à fait légitime d'interdire des propos qui vont contre la diversité, entre guillemets, le multiculturalisme, l'immigration. La République. La République, parce que ça va contre la conception que nous avons aujourd'hui du progrès humain.
Et ça, c'est une constante, hein, c'est récurrent. Et le problème, c'est qu'on est habitué à voir l'extrême gauche chercher, ou la gauche radicale chercher à interdire des choses. C'est dans sa nature. Ce qu'on a oublié, c'est à quel point le bloc central dans nos sociétés, donc le bloc bourgeois, la technostructure, le grand parti qui va de Keir Starmer à Mark Carney, en passant par une bonne partie de la classe politique française et Mme von der Leyen, ce grand parti unique de la raison mondialisée est tout aussi autoritaire aujourd'hui, même s'il le fait de manière plus policée et plus amidonnée. Bon, mais Mark Carney, qu'est-ce que tu penses de quel œil tu vois ça, les projets de loi qu'il y a? Parce que, tu sais, bien des problèmes que tu parles de l'Europe, on dirait qu'il est en train d'essayer d'amener ça ici, tu sais, avec le projet de loi C8 puis C22, qui était anciennement C2, qui est, dans le fond, il cherche à avoir des backdoors dans toutes les... Comment ils appellent ça? Les réseaux de télécommunications pour qu'ils puissent avoir, c'est ça, une mainmise sur un peu tout ce qui se dit, comme C8, c'est ça, là, me semble. En tout cas, je vais te laisser y aller. Non, mais je te suis. Non, mais je vois ce qu'on décrit, moi, le progressisme autoritaire à l'européenne. Je pense que c'est au cœur de l'identité politique contemporaine du Canada. C'était visible sous Trudeau. Et là, sous Carney, ça va encore plus loin. Mais puisqu'on est bluffé par l'image du banquier, on ne voit pas tout ce qu'il fait aussi. Donc, c'est ce que je te disais tantôt. C'est l'autoritarisme non reconnu de Mark Carney. Parce que dans notre esprit, puisqu'on a le bonhomme Trump au sud de la frontière qui monopolise la figure possible de la personnalité autoritaire, on ne voit pas que quelquefois l'autoritarisme ou la logique du coup d'État s'exprime à travers un homme qui a l'air d'un banquier parfaitement raisonnable, mais qui manifestement n'a pas d'égard et béance pour la démocratie libérale, pour la liberté d'expression des uns des autres. Donc oui, on est dans cette logique-là. Je disais souvent aux Français, de manière un peu amusée, parce que là-bas, les lois sur la liberté d'expression sont vraiment très étouffantes, alors qu'ici, on n'en a pas tant que ça pour l'instant. J'ai un contrat. Mais ça sent bien, là, parce que c'est à la Chambre des communes. Moi, je leur disais souvent aux Français, vous voulez tout dire, mais vous pouvez rien dire. Nous, on peut tout dire, mais on veut rien dire. Mais ça veut dire c'est en train de changer. Maintenant, on va, nous aussi, sur le chemin de la société liberticide. Puis, tu sais, c'est pas exagéré de dire ça, là. Tu sais, si tu regardes les projets de loi, là, c'est ça qu'il y a dedans. C'est ça qui demande les autorités, c'est ça qui demande d'avoir une mainmise, d'avoir des backdoors pour pouvoir justement aller regarder à travers toutes tes données numériques. Puis ça se résume pas à... Ben c'est dans le fond, c'est tout ce que tu fais sur Internet. Bien sûr, mais c'est pour ça que je disais, je me méfie, moi, de la virtualisation intégrale de l'existence. Mais moi, je le dis pour les auditeurs qui le savent pas. Oui, d'accord, mais tu as tout à fait raison. Ouais. La virtualisation intégrale de l'existence fait en sorte qu'on laisse des traces partout. Et le domaine qui relèverait d'une authentique vie privée est de plus en plus limité, de plus en plus étroit. Donc là, on crée un dispositif juridique et technocratique qui permettra à terme de suivre partout, tout le temps, puis de resserrer la vis, débrancher les gens. Donc, on est dans une séquence qui, dans 15 ou 20 ans, va avoir créé les conditions d'un autoritarisme étatique immense, mais au nom de l'encadrement civilisé du numérique. On commence à comprendre. Ben ouais, puis là, de quelle manière l'opposition va pouvoir émerger là-dedans? Ben, elle ne pourra plus. C'est ça. L'opposition va être là, mais en apparence. Ça va être une opposition d'apparence, une opposition contrôlée, comme disaient quelques-uns. C'est une opposition à l'intérieur des paramètres du système. Ouais. Alors moi, j'avais mentionné ça dans le livre, lisant sur l'histoire de la RDA, la République démocratique allemande, donc l'Allemagne de l'Est. J'ai découvert ce que je ne savais pas au tout début, qu'il y avait, en Allemagne de l'Est, il y avait plusieurs partis. Hein. Il y avait les chrétiens démocrates, il y avait les paysans, les sociaux... Donc, il y avait un pluralisme officiel. Mais dans les faits, c'est le Parti socialiste d'Allemagne qui contrôlait tout. C'était le parti dominant. Et je trouvais que ça ressemblait un peu quelquefois à ce que sont devenues nos sociétés. C'est-à-dire, officiellement, il y a un pluralisme, mais dans les faits, dès qu'un parti sort du narratif dominant, mais là, c'est vu comme une forme de pluralisme illégitime qu'on est en droit de mater. Tout en sachant qu'on n'est pas en RDA aujourd'hui. Hein. Je précise. Mais je sais que la logique idéologique tend à se rapprocher. Ouais. Tu parles aussi du socialisme. Qu'est-ce que tu reproches au socialisme? À l'échelle de l'histoire, quand même, d'avoir fait d'immenses carnages. Là, alors, tu me diras, c'est le communisme, mais la psychologie socialiste, donc le socialisme adapté au temps démocratique, je pense que d'abord et avant tout, ça veut accorder un pouvoir démesuré à l'État de planifier la société sous le signe de l'utopie. Donc, c'est-à-dire que l'idée qu'on a une vision, presque une révélation religieuse, voilà la société telle qu'on doit la construire,
Et dès lors, il faut confier à la caste des sachants, qu'ils soient bureaucrates ou technocrates ou juges ou idéologues ou intellectuels, la responsabilité de fabriquer la société idéale. Dès lors qu'on est dans un modèle de société idéale, ceux qui ne sont pas d'accord avec ça sont vus non pas comme des gens qui sont en désaccord, mais comme des factieux, comme des retardataires de l'histoire, comme des déchets de l'époque antérieure, et on peut se passer de leur avis. Deuxièmement, une société intégralement planifiée est une société intégralement encadrée, est une société intégralement réglementée, est une société où l'espace de l'individu se réfracte de plus en plus. Par ailleurs, dans nos sociétés démocratiques, quand la logique socialiste s'installe, ça crée une classe bureaucratique autonome qui a ses propres intérêts puis qui tend à vampiriser les parts considérables, croissantes des ressources collectives pour alimenter cette espèce de ceux qui vivent sur le dos de la bête. Et en plus, dans nos sociétés, je pense que ça a créé quand même une forme d'engourdissement global. Moi, on s'entend, je suis comme tout le monde, je pense qu'il faut aider les plus démunis, il faut hôpitaux, écoles, ainsi de suite, tout ça va de soi. Mais la logique de l'engourdissement global, la logique du chèque étatique, cette idée que l'État est en droit de prendre une part toujours croissante de ce que les uns et les autres gagnent pour alimenter la technostructure et la bureaucratie, la classe bureaucratique, je pense que c'est pas l'idée du siècle. Donc le communisme, appelons ça le socialisme dans sa version communiste, a été un désastre totalitaire. Je tiens pour acquis que tout le monde devrait le rejeter. Mais la part de socialisme qu'on a intégrée dans nos sociétés sous le signe quelquefois d'une version déréglée de l'État-providence, ça crée une société de l'engourdissement global. Et ça, je m'en méfie. Puis une société qui, à terme, tend à s'appauvrir. Puis j'ai pas par ailleurs d'admiration infinie pour les planificateurs sociaux. Ça, je trouve que ça ne fonctionne pas leur truc normalement. Donc, il faut des institutions de base. Il faut que ces institutions-là soient généreuses, qu'elles soutiennent les plus démunis, qu'elles favorisent la construction d'une classe moyenne. Mais une fois que c'est dit, le socialisme comme expérience idéologique est un dispositif d'engourdissement et aussi d'extension de l'État autoritaire. Parce que tu dis que l'homme ordinaire qui aimerait ça, pour améliorer son sort en voulant travailler, fait qu'il va se demander comment travailler plus, ben le socialiste l'encourage à demander de l'aide à l'État. Bien sûr. Le gars ordinaire qui, globalement, dit « Bon, je vais améliorer ma situation. » Dans un contexte où le travail paye, ben, il faut une entreprise, il travaille davantage, il fait plus d'heures. Il fait ce qu'on a pour améliorer sa situation. La logique socialiste dit non, fonde une association pour réclamer davantage à l'État qui va te permettre d'améliorer ta condition à travers tel ou tel programme de subvention ou d'aide publique. Mais cet argent-là doit avoir été récupéré chez quelqu'un d'autre et ainsi de suite. Donc ça crée les conditions, non pas d'une dynamique de création de richesse, mais derrière ce qu'ils appellent la répartition de la richesse, c'est trop souvent une logique de confiscation des avoirs des uns et des autres en fonction de certains intérêts catégoriels qui osent brandir le fanion de la solidarité. Donc ensuite, comme je dis, pas contre la solidarité, pas contre la justice, rien de tout ça, mais je constate que nos modèles ne fonctionnent plus aujourd'hui. Ben, surtout, en tout cas, pour commencer, il devrait avoir une gestion plus saine des dépenses publiques. Mais ça devrait être la base. Ouais. Mais moi, je tiens pour acquis qu'à partir d'une certaine taille, l'État devient immaîtrisable. L'État ne sait même plus combien il y a d'employés, il ne sait plus combien il y a de fonctionnaires, et il ne pourrait pas faire l'intégrale de ses subventions. Donc, on est dans un modèle en la matière où la bonne gestion de l'État est devenue un horizon désirable alors que ça devrait être un prérequis. Il y a une autre affaire aussi que tu dis, je me semble, c'est... Ouais, c'est ça, c'est que le socialiste lance un discrédit sur la réussite, puis qui fait en sorte que, mettons, de n'importe qui, que la prospérité, ben qui a réussi à travers de ça, c'est un dysfonctionnement collectif. Quand on traite toutes les inégalités comme des inégalités à corriger, ça veut dire que globalement, si quelqu'un est en meilleure situation, c'est qu'il a usurpé, il a des privilèges indus, des privilèges illégitimes. Et il est dès lors légitime d'aller contester ces privilèges acquis. Donc la réussite des uns serait toujours le fruit d'une injustice subie par les autres. Mais ça, c'est une société qui, l'envers de ça, c'est une société dans le grand bocal égalitaire où personne ne peut sortir la tête de l'eau. Moi, je le vois, c'est-à-dire que, encore une fois, il peut y avoir des inégalités structurelles dans une société, je ne conteste pas cette possibilité-là. Mais ce qu'on voit aujourd'hui, c'est que dès lors, on le voit quand on parle de baisse d'impôts, par exemple, encore des cadeaux aux plus riches. Mais à l'instant, c'est pas comme ça que ça marche. Là. C'est globalement, tu as réussi à travailler, tu t'es vraiment battu, puis là, à la fin, ton argent ne devrait pas t'appartenir, mais devrait appartenir d'abord à la collectivité, puis on te laissera les miettes ou les plus grosses miettes qui te reviennent en fonction des objectifs de la technostructure. Non, pas vraiment.
la réussite des uns, quelquefois, s'explique par leur travail, leurs efforts, leur capacité à avoir fait des sacrifices, leur prise de risque. Quelqu'un qui se lance, qui, je sais pas, une job réglée, c'est-à-dire, j'ai rien contre les jobs encadrés, normaux, traditionnels, il met ça de côté pour lancer sa petite entreprise, que ce soit un podcast ou autre chose, il prend un pari, ça se pourrait qu'il se plante. Hein. Ça se pourrait vraiment qu'il se plante, qu'il soit obligé d'aller flipper des burgers ensuite pour être capable de vivre. Mais ça se peut qu'il se plante pas. S'il réussit son coup, sa réussite, il la doit à sa prise de risque. Il la doit à d'avoir pensé, d'avoir vu un besoin que d'autres ne voyaient pas, d'avoir vu un marché que d'autres ne voyaient pas, d'avoir créé les conditions d'un succès inattendu au-delà des mécanismes de production de la prospérité ordinaire des classes moyennes. Bon, c'est très bien, ça. Puis quelquefois, l'idée qu'un homme dépende d'abord de lui-même plutôt que des aides de l'État. Ça, l'État n'aime pas ça, hein, parce que l'État aime bien, en dernière instance, qu'on dépende de lui. Ouais. Donc, voyant tout cela, moi qui suis pas du tout libertarien, bien que je trouve que le libertarianisme comme philosophie, c'est intéressant, je constate que nos sociétés en sont venues à jeter le discrédit, la suspicion sur toute forme de réussite individuelle, sans croire que finalement, ce qu'on a obtenu, on l'a volé aux autres. Je suis pas d'accord avec ça. Il me reste 2 questions, si tu me permets, avant que je te laisse partir. Parce que là, tout à l'heure, ça, tu parlais de Mark Carney. Moi, je voulais revenir avec Radio-Canada. Hein? Je voulais revenir avec Radio-Canada. Ton dernier passage à Radio-Canada, ça a fait énormément parler. Puis, pas juste à travers ceux qui aiment la politique ou qui aiment suivre ça ou qui suivent ça un peu en surface, même du monde qui suit pas ça, ça a tellement fait parler aussi sur les réseaux sociaux. C'est devenu l'actualité de la semaine. Même à l'autre bord de l'océan, là, parce que j'ai vu des commentateurs en France parler de ça. Ben, regarde, moi j'allais là, c'est en novembre 2025, pour parler de mon livre. On m'invite, tout le monde en parle, j'en suis flatté. J'ai de l'estime pour Guy Lepage. Je aujourd'hui, moi, je me rappelle non seulement de l'homme de RBO, je pense que c'est un homme de qualité. Franchement, je pense qu'on n'est pas d'accord sur grand-chose, mais j'ai de l'estime pour lui, puis c'est un privilège d'aller sur sa tribune. Très bien. J'y arrive, je comprends par ailleurs que je ne suis pas un invité comme un autre, c'est-à-dire non pas parce que je m'estime particulièrement, mais je sais que je ne suis pas dans le cadre moral de tout le monde en parle. Puis là, je comprends, au bout de quelques secondes, OK, dans les faits, ils ont évité le méchant, puis ils veulent se faire le méchant. Bon, j'accepte les règles. J'ai à côté de moi un bonhomme qui a déjà dit qu'il voulait me lancer une hache parce qu'il trouvait ça drôle. Ouais. Bon, puis on parle de discours haineux. Je suis désolé, j'avais pas prévu d'être à côté de Stéphane Rousseau, mais je rappelle ce qui est peut-être pour moi un discours haineux, vouloir lancer une hache sur quelqu'un. Théoriquement, c'est plus haineux de dire ça que de dire que jamais Gaston pourrait accoucher. Bon. Et là, j'ai aussi Girard, c'est son nom, je pense, qui guettait son moment pour chercher à me contredire. Puis il cherche à me contredire en me prenant de haut sur le mode du cours de morale, là, c'est-à-dire vous êtes fermé, je suis ouvert, vous êtes exclusif, je suis inclusif. J'y rappelle des évidences historiques qui lui manquent. Bon. Et là, on se retrouve, je sors du plateau, mais avec l'impression, ça se passe comme ça s'est passé, je sors du plateau en ayant l'impression que c'est une émission plutôt banale. Je me dis, bon, j'ai fait ce que j'avais à faire, j'ai fait ma promo de livre. T'étais-tu un peu déçu? Non, dans le sens, genre, t'aurais aimé ça plus parler du livre que... Je comprends que ça sera pas le cas, donc j'accepte les règles, je sais où je vais. Okay. Mais je termine l'émission en disant, bon, il n'y aura pas trop d'écho, franchement, ça ira pas très loin cette année. Puis là, j'arrive chez moi, je regarde les réseaux, puis le lendemain matin, là, ça te fait une vague, donc ça devient le sujet de conversation de la semaine au Québec. Dans 2 ou 3 restos où je vais, je suis de passage à Montréal à ce moment-là, évidemment, les gens, bravo, des applaudissements dans un endroit. Hein? Je vais au Salon du Livre, j'arrive à l'avance, on m'appelle en me disant, Mathieu, il y a déjà des centaines de personnes qui attendent, peux-tu venir signer? OK, donc là, ça devient un événement politique en quelque sorte. Je l'accepte, ça m'était déjà arrivé quelque chose de semblable en 2020, quand j'étais passé, tout le monde en parle aussi, au moment de la séquence du racisme systémique avec Daddy Turcotte, bon, okay. Encore, donc, mais je me sens un peu comme Forrest Gump, je suis retourné, à tout le monde en parle, encore, j'ai vu le président des États-Unis, encore, bon, donc cette fois-là,
ça devient un événement politique. Ça devient l'événement de la semaine au Québec. Ensuite, les gens passent à autre chose. Mais ça laissait une empreinte. Et chez des gens qui ne s'intéressent pas à ces questions-là normalement, qui ne sont pas passionnés par ces questions-là normalement, mais qui avaient une forme d'exaspération devant le discours public officiel en toutes circonstances. Donc, c'est l'interprétation que j'en ai. Mais moi, théoriquement, j'allais là pour parler de mon livre. Et puis si on m'avait laissé parler tranquillement de mon livre, il n'y aurait pas eu de choc. Mais bon, ils ont voulu... on s'est retrouvé dans une séquence de Bud Spencer où j'étais Bud Spencer, où j'avais devant moi des gens qui cherchaient à jouer au BAF. Bon, jouer au BAF. Ben, c'est parce qu'il y a aussi en même temps l'impression que ça. En tout cas, que moi j'ai tout ça, la lecture j'en fais, c'est qu'il y en a beaucoup aussi qui sont. Ben, sont pas mal déçus de Guillaume Lepage, tu sais, de la tournure que ça prend. Puis des fois, c'est un entre-nous, là, tu sais, qui se parle entre eux. Puis là, il y avait quelqu'un qui se sont sentis, qui pouvaient se sentir exprimés à travers toi. Alors, moi, je pense que ça va au-delà de Guillaume. Je pense que c'est l'expression de l'entre-soi médiatique radio-canadien. Ça exaspère. Donc, la petite clique, puis qui rit entre eux de leur joke pas drôle, bon, c'est... mais je mets presque Guillaume de côté là-dedans, parce que la carrière du type est quand même une carrière assez exceptionnelle. De RBO à un gars, une fille, ça, moi j'ai de l'estime pour le gars, franchement, c'est... Mais, oui, il y a une idéologie chez lui, puis il y a un petit courant, il y a un petit milieu qui confisque les ondes publiques en fonction de ses obsessions, de son idéologie. C'est toujours les mêmes, c'est le circuit de l'autocongratulation permanente. Quelqu'un arrive, dit autre chose, s'empare de thèmes qui sont normalement proscrits, interdits, censurés. Donc là, évidemment, il y a des gens qui se... Puis il y a un choc, puis celui qu'on veut faire passer pour le méchant, le con du dîner de con, retourne un peu la situation. Donc là, il y a un moment d'adhésion et de... presque de sentiment de revanche, probablement, chez certains qui s'exprimaient à travers ça. Mais ensuite, moi, je fais mon job. Si on m'invite, je réponds. Je réponds aux questions qu'on me pose. Mais je constate, par ailleurs, qu'il pourrait quelquefois, le camp d'en face, travailler mieux. Je veux dire, quand il s'appelle Girard me pose sa question, c'est tellement nul. Je n'ai rien contre lui, hein, ça doit être quelqu'un de bien, là, mais il est suffisant, condescendant. Puis là, ensuite, quand il me défie, je lui pose une question. Je lui dis, qu'est-ce que vous voulez dire par là, sur la question de René Lévesque identitaire? Il ne sait pas en tout ce qu'il dit, il est désorienté. Donc, à un moment donné, il y a un prix à payer aussi envoyé dans l'espace public des gens qui n'ont comme seule arme rhétorique que les slogans pris la veille. Qu'est-ce que tu reproches à Radio-Canada? Parce que souvent, tu t'en prends à eux autres. D'abord et avant tout, d'être l'appareil médiatico-idéologique dominant du régime canadien. D'abord, ça sert à faire la promotion active du fédéralisme canadien, à conditionner l'esprit public dans une forme, à la grandeur du Canada, une logique de progressisme obligatoire. Puis dans le cas québécois, ça sert à domestiquer comme jamais les Québécois. Ça fabrique quelquefois des polémiques absurdes. Quand PSPP a été à Rebel News, enfin surtout devant Alexa Lavoie, je pense son nom. Ouais. Et là, Radio-Canada, on avait l'impression d'être devant le clergé qui s'indignait parce qu'un homme politique avait été poigné aux danseuses. Non, il a juste été parlé à d'autres que vous. Vous n'avez pas le monopole de la parole publique légitime. Puis il se trouve que quand il va parler là-bas, il y a 1 heure devant lui, 1h15, plutôt que genre 2 minutes à avoir une clip découpée qui ensuite offerte à des commentateurs qui font dire au gars le contraire de ce qu'il a dit. Ça commence à être fatigant, ça. Puis il passe son temps à se faire couper la parole. Oui, puis avec quelquefois des controverses débiles. Donc franchement, ça c'est insupportable. On paye à même notre argent la propagande qu'on nous enfonce dans la gorge. Donc, c'est assez agaçant. Moi, je suis pas contre l'idée d'un service public en soi. Je pense qu'il y a des choses qui ne sont possibles que par un service public. Mais RadCan est une structure d'endoctrinement. Puis ensuite, il y a plein de bons journalistes à RadCan. Il y a plein de gens qui ont du vrai talent. Thomas Gerbet, bien sûr. Puis Sébastien Bovet. C'est des gens pour qui j'ai de l'estime vraiment. Mais structurellement, la fonction de Radio-Canada consiste à déquébéciser les Québécois, à leur imposer une forme de progressisme obligatoire. Puis quelquefois, par ailleurs, il y a des lieux purement militant, Marie-Louise Arsenault, c'est ça, 50 Shades of Far Left, là, c'est-à-dire c'est 50 nuances de gauche radicale qui sont rassemblées là puis qui regardent le commun des mortels avec un sentiment de supériorité morale exaspérant. Puis quand ils ont reçu
mon jeune ami Étienne Alexandre Beauregard, qui a fait un livre remarquable, Anti-civilisation, puis il est reçu, ils ont l'impression d'être devant un martien, parce que c'est un jeune qui dit pas exactement ce que devrait dire un jeune dans leur théorie. Puis là, ils sont désorientés. Qu'est-ce qu'on dit devant ça? Il était magnifique, Étienne Alexandre Beauregard, dans cette séquence-là. Donc, c'est presque toujours le même schéma qui se reproduit. Ils sont entre eux, puis là, quelqu'un d'inattendu arrive, dit le contraire de ce qu'il devrait dire. Puis là, il y a erreur 404, il y a un bug, puis on a un bug en direct. Bon, ben ça, il arrive qu'on participe au bug. Tu avais fait une entrevue, je pense que c'était à partir de Paris, avec Patrice Roy. Ouais, quelques jours avant, mais diffusé 3 semaines plus tard. Puis ça aussi, ça a fait énormément jaser. J'ai bien vu. Alors, encore une fois, Patrice Roy, j'ai de l'estime pour lui. C'est un bon journaliste, franchement. C'est un bon intervieweur. C'est le meilleur de sa gang, disons ça comme ça. Donc, j'accepte de faire l'interview. D'autant qu'on avait du temps. Ensuite, il voulait, je m'en souviens, il voulait que je fasse ma prière. Il me dit sur l'immigration, vous ne pourriez pas d'abord dire que c'est bien. Puis une fois, on entendrait mieux vos critiques. Donc, je vais faire ma petite prière. Donc, vous voulez que je fasse ma prière devant vous, ma prière radio-canadienne, pour avoir le droit ensuite de faire des nuances sur ma prière. Non. Et puis, à un moment donné, c'était plutôt agréable. Cela dit, je prends la peine de le dire, c'est un après-midi agréable. Puis, on est dans la bagnole jusqu'à CNews. Puis, à un moment donné, il veut me faire dire du mal de Parizeau. Je n'ai pas le goût de dire du mal de Parizeau, d'autant que depuis Mélanie Joly est d'accord avec Parizeau. Puis, tout le monde est d'accord avec Parizeau depuis quelques semaines. Le vote ethnique, finalement, tout le Parti libéral nous dit que c'est une très bonne chose en Terrebonne. Enfin, fin de la parenthèse. Qu'est-ce que... Il me dit à un moment donné, vous cédez jamais. Je l'ai bien pris. Je n'ai pas le réflexe de la génuflexion devant les commissaires politiques du régime ou même devant ses meilleurs journalistes. C'est un des meilleurs journalistes, mais j'avais pas l'intention de pratiquer la génuflexion devant le totem radio-canadien. Mais en tout cas, moi, de la façon dont je vois ça, c'est... Tu sais, tu t'es préparé toute ta vie pour ces genres de moments-là, là, tu sais, fait que... Oui, mais dans un monde normal, ça devrait pas arriver. Dans un monde normal, je devrais pas être obligé de justifier notre droit de pas penser comme tout le monde ou à tout le monde comme les jeunes. Mais donc moi, je fais mon job, puis quand on me tend le micro, j'accepte gentiment. Je cours pas après les micros, j'ai déjà pas mal de boulot. Mais si on me tend le micro, j'accepte. Puis bon, ça donne ce que ça donne. Comme au WhatsApp. Exactement, mais si c'est un privilège d'y être. T'es fin. Dernière affaire, t'as fait un hommage à Chuck Norris. Ah, bien sûr. Tu veux-tu me parler de ça? Ah, mais ça, c'est tout simple. Moi, je suis né en 1980. Je suis de la génération qui était formée, mais dont mon imaginaire esthétique était formé par les héros des films d'action des années 80 aux États-Unis. Donc, il y a les meilleurs. Il y a Chuck Norris, pas Van Damme. Steven Seagal. Ouais, lui, il l'aimait moins, mais oui, oui. Okay. Mais, comment il s'appelle? Bruce Willis, et puis Schwarzenegger et tout ça. Puis, il y a dans ce cinéma de ces années-là une forme de simplicité revigorante. J'ai revu hier soir, de passage à Montréal, j'ai revu Delta Force 2. Bon, j'avais revu Delta Force 1 récemment, puis Missing in Action 1, Missing in Action 2. Ce sont des films que j'aime revoir qui, en fait, réactivent la part d'enfance. Donc, globalement, il y a un gentil, il y a des méchants, il y aura des exploits absolument héroïques à faire. C'est généralement toujours la même chose. C'est le récit d'un homme ordinaire qui est obligé de faire des choses. Normalement, les institutions de son pays devraient s'en charger, mais les institutions font faillite comme d'habitude. Donc l'homme ordinaire porte le sort du monde sur ses épaules et va combattre le méchant du moment qui s'appelle Ramon Cotta, qui s'appelle je ne sais quel terroriste. Je trouve ça tout à fait... Je regarde ça, ça me rend heureux tout simplement. Il y a une forme de patriotisme sain, joyeux, où on présente pas encore l'homme sous le signe de la masculinité toxique. Tout ça fait plaisir à voir. C'est ma part d'enfance que je retrouve en regardant ça en version française. Puis ça t'a fait de quoi quand il est décédé? J'avais entendu parler de l'idée qu'il était peut-être immortel. Je trouvais que c'était convaincant. Mais le fait est qu'il est mort. En fait, c'est une part d'enfance qui meurt à ce moment-là. Mm-hmm. Mais une fois que c'est dit, je conserve je ne suis pas de ceux qui renient leur enfance. Je ne suis pas de ceux qui renient leurs premières affections. Et si je suis conscient qu'un film avec Chuck Norris, c'est pas un film de Sergei Eisenstein, je suis au courant. L'expérience esthétique n'est pas la même si je regarde, je sais pas moi, un Chabrol ou ainsi de suite, ou quand sais-je, Bergman, jamais capable. Mais c'est ça qui fait aussi la beauté du film. Mais oui, non, ça se prend pas au sérieux. Ça se prend pas au sérieux, c'est drôle, puis à la fin, ça finit bien. Donc je trouve que ça appartient à la culture et c'est agréable. Hey, Mathieu Bock-Côté, merci infiniment. Gros merci, pour vrai, j'ai adoré ton livre. Je l'ai compris en plus. Le monde, ils iront se le chercher. Puis aussi, tu as dit qu'il y a un nouveau livre qui va bientôt sortir. En fait, qui est sorti il y a au moment où ça sera sorti, ça sera publié. Ça s'appelle Le pessimiste joyeux. Donc, j'ai accordé un entretien au journaliste français Laurent Dandrieux. Donc, à propos à la fois de mon parcours, j'explique un peu le Québec aux Français là-dedans. Je reviens sur globalement les
grands travaux que j'ai menés. Donc, c'est un livre d'entretien qui est paru en avril chez Fayard. Donc ça, ce sera l'occasion. Je reviendrai ici pour en dire un peu de bien. On verra bien, mais quoi qu'il en soit, c'est paru il y a quelques semaines chez Fayard. Moi, j'aimerais bien ça, en tout cas, que tu reviennes juste avant, un peu avant pour les élections qui s'en viennent dans pas long. Je serai de passage normalement en septembre, alors compte sur moi. Pour 3 jours en septembre, je passerai ici, promesse. On va l'avoir, notre pays. Exactement, vive l'indépendance, vive le Québec libre. Un gros merci, Mathieu Bock-Côté, c'est super apprécié. J'aimerais dire aussi un gros merci à mes commanditaires procafetière.ca et les cafetières Bellucci qui t'offrent la poche de café merci. du WhatsApp Podcast. Vous pouvez vous procurer au procafetière.ca. Utilisez le code promo JR20. Vous allez avoir 20% de rabais dessus. Puis vous pouvez faire toutes vos commandes de café, toutes les sortes. Vous pouvez les faire en ligne. C'est sécuritaire et très rapide. Fait qu'un gros merci à procafetière.ca. Puis, je te laisse le mot de la fin. C'est un privilège que d'être ici. Je pense qu'une bonne partie de la conversation publique se passe aujourd'hui sur des podcasts et surtout les meilleurs, notamment le sien. T'es trop fin. Fait que merci beaucoup tout le monde d'avoir écouté. C'est super apprécié. Si vous voulez que le podcast continue, vous pouvez toujours m'encourager en devenant membre au patreon.com/whatsappodcast. Ça vous permet d'écouter tous les podcasts d'avance. Les forfaits sont... il y en a de toutes les sortes, de 3-4 piastres. C'est disponible pour vous autres. Puis en plus, vous pouvez écouter tous les podcasts sans publicité. Puis si vous avez aimé le podcast, je vous incite à le partager. Parlez-en à votre entourage. Ou sinon, un énorme merci tout le monde. Puis on se revoit la semaine prochaine. Ciao!